Salam alaikum. On va entamer directement la session de pédiatrie avec professeur Boufrouaf Fadila, endocrinologue pédiatre au CHU de Beni Messous. Bonjour tout le monde. Je tiens vraiment à remercier les organisateurs de m'avoir invité. On m'a demandé de vous parler donc du diabète et des maladies associées. Alors, comme vous le savez, le diabète, donc, il est de plus en plus fréquent donc, dans notre pays. Et le diabète donc, type 1 n'est pas épargné. Il représente 5 à 10% de tous les diabètes. Sa fréquence, elle est en augmentation à travers le monde et ça a survenu et de plus en plus précoce. Donc, on voit de plus en plus jeunes les enfants diabétiques. C'est une maladie auto-immune et qui est aussi liée donc, à une prédisposition génétique. L'incidence, elle est variable selon les pays, plus fréquente dans les pays nordiques, moins fréquente en Afrique et en Asie, mais malheureusement, dans notre pays, ce qu'on voit, c'est que l'incidence est en augmentation. L'Algérie est maintenant devenue parmi les pays top 10 et en 2024, on a parlé des pays top 6, donc c'est vraiment alarmant pour l'Algérie. La fréquence du diabète type 1. Alors, l'éthiopathogénie, donc il y a une grande discussion sur ça, mais l'éthiopathogénie donc virale ou le facteur déclenchant viral donc est la plus connue et la plus soutenue donc par toutes les recherches qui ont été réalisées, mais on voit que le fait qu'il n'y a pas de stabilisation de l'incidence, ça veut dire qu'il y a un facteur d'environnement qui est important, qui est en train de changer. Alors, la symptomatologie évocatrice, vous la connaissez tous, mais ce qui va permettre de poser le diagnostic reste la glycémie veineuse, soit à jeun, soit en postprandial, c'est-à-dire à n'importe quel moment de la journée. L'objectif de la prise en charge, c'est d'obtenir un contrôle glycémique optimal et de réduire au maximum le nombre d'hypo et d'hyperglycémie, à savoir l'acidocétose, et l'objectif également, c'est de permettre une croissance normale chez l'enfant, assurer une bonne insertion sociale et retarder la survenue de complications dégénératives. La prise en charge de l'enfant diabétique reste un challenge, ça reste un enfant, c'est ça la difficulté. Et donc, on fait beaucoup d'éducation thérapeutique chez l'enfant. Alors, comme vous voyez, d'année en année, on essaye de serrer les objectifs glycémiques chez l'enfant. Et là, vous avez les dernières recommandations de l'ISPAD qui recommandent qu'on ne doit pas dépasser comme objectif glycémique 1,80 g. Donc, on doit être sur la fourchette 0,70 1,80 et une hémoglobine glyquée qui ne doit pas dépasser les 7%. Mais si vous comprenez bien ce schéma, l'objectif de 0,7 à 1,80 à lui seul ne suffit pas. Maintenant, on parle de la théorie, pas la théorie. Donc, pour l'efficacité d'un bon équilibre glycémique avec le minimum de complications, c'est d'être dans ce qu'on appelle le time in range. Ça veut dire le temps dans la cible. Ça veut dire que cet enfant-là, il doit être toujours dans cet objectif glycémique au moins 18 heures sur les 24 heures. Et vous comprenez la difficulté que chez nous, pour avoir ce challenge-là, il faut avoir du matériel et des outils. Nous restons toujours sur des glycémies capillaires. Pour calculer ce time in range, il faut être sur des CGM que malheureusement nous n'avons pas. On ne peut pas réaliser cet objectif glycémique si on n'a pas un carnet de surveillance qui est bien conduit, qui nous donne toutes les glycémies avant repas et après repas. Donc, on ne peut pas faire cette autosurveillance si on n'a pas un bon carnet de surveillance avec donc, toutes les remarques des mamans donc, sur les différents événements afin de les aider à adapter donc, leur thérapeutique au fur et à mesure. Alors, maintenant, il faut savoir que l'équilibre glycémique, il dépend de beaucoup de choses. Il dépend essentiellement de l'insulinothérapie. Il va dépendre également de l'alimentation de l'enfant, de son activité physique, mais également, est-ce que ce diabète-là est isolé ou bien est-il associé à d'autres pathologies? Et les maladies associées sont essentiellement des maladies auto-immunes. Les enfants qui sont atteints de diabète type 1 ont un risque accru de comorbidité auto-immune.
environ 25% donc des personnes atteintes de DT1 se voient diagnostiquer une autre maladie auto-immune. Et ces comorbidités, on le voit souvent donc dans le sexe féminin par rapport au sexe masculin, avec une augmentation ou une incidence qui va augmenter avec l'âge. Le dépistage régulier de ces comorbidités courantes, les plus fréquentes sont les thyroïdites auto-immunes et la maladie cœliaque. Elles peuvent être infracliniques ou asymptomatiques. C'est pour ça qu'on parle de dépistage. Ceci va permettre justement un diagnostic et un traitement précoce. La thyroïdite d'Hashimoto reste la comorbidité auto-immune la plus fréquente, qui est associée au diabète, suivie par la maladie cœliaque. Comme donc vous pouvez le voir sur cette plaque, donc des études qui ont été faites déjà depuis de longues années, la plus donc récente restant en 2016, qui a montré que plus ce diabète est ancien et plus donc cet enfant donc se rapproche de l'adolescence, nous avons la survenue de ces maladies auto-immunes qui devient plus fréquente. Alors, les maladies les plus fréquentes, nous avons donc, comme on l'a dit, la thyroïdite et maladie cœliaque, mais vous voyez qu'on peut avoir d'autres maladies auto-immunes beaucoup plus rares, c'est-à-dire il faut l'avoir toujours à l'esprit pour ne pas passer à côté. Vous avez l'insuffisance surrénalienne, en général on la détecte devant les hypoglycémies, donc quand on n'arrive pas à expliquer une hypoglycémie, pensez à l'insuffisance surrénalienne associée. On peut avoir d'autres tels que l'hypoparathyroïdie, le vitiligo, l'alopécie ou l'anémie de Birmer, beaucoup plus rares. Alors, la thyroïdite auto-immune, c'est la plus fréquente chez les enfants et les adultes qui sont atteints de DT1 que dans la population générale. Donc l'incidence, elle va de 0,3 à 1,1 pour 100 années patients. 100 années patients, ça veut dire plus on évolue dans les années, dans l'ancienneté, et plus la fréquence augmente. La prévalence, elle est entre 3 et 8% chez les enfants atteints de DT1 et qui augmente avec l'âge jusqu'à 20%. Plus fréquemment observé chez les filles que chez les garçons, associé donc à l'âge et à la durée du diabète et à la maturité pubertaire. Les anticorps antithyroïdiens sont détectés dans un tiers donc, de la population qui présente un DT1 et qui est justement fortement prédictif de l'apparition d'une thyroïdite auto-immune, que ce soit elle va se manifester directement par une hypothyroïdie, comme elle peut se manifester par la phase initiale de cette thyroïdite d'Hashimoto, qui est donc la phase d'hyperthyroïdie. Alors, quand vous avez la présence d'anticorps anti-GAD et anti-ZNT8, alors vous savez que l'auto-immunité, donc elle est fréquente donc, dans le DT1. Dans les pays donc, développés, le prélèvement ou le dosage systématique des anticorps donc, se fait justement pour s'orienter par rapport à ces maladies auto-immunes. Nous, malheureusement, ce n'est pas recommandé, mais ils le font comme dans des projets de recherche. Malheureusement, nous, on ne le fait pas systématiquement, mais c'est bien de le savoir. Lorsque vous avez des anti-GAD et des anti-ZN positifs, c'est vraiment pourvoyeur de maladies thyroïdiennes auto-immunes. La recherche d'anticorps anti-TPO et anti-thyroglobuline chez les enfants, elle va pouvoir vous aider à cibler les gènes diabétiques à surveiller. C'est-à-dire d'emblée, vous allez faire uniquement le dosage des anticorps. S'il revient positif, ils seront sujets à être surveillés beaucoup plus étroitement que les autres enfants. Le dépistage, il se fait par le dosage de la TSH et des anticorps anti-TPO et anti-thyroglobuline. Et ce dépistage, il se fait juste après le diagnostic du diabète. Ensuite, si c'est négatif, vous allez faire donc ce dépistage tous les 2 ans si l'enfant est asymptomatique. Alors, tous les ans, si les anticorps sont positifs au moment du diagnostic ou vous avez des antécédents familiaux de maladies auto-immunes de la thyroïdite. Alors, la TSH, elle peut être mesurée plus tôt en présence de signes cliniques, bien sûr, ou signes de dysthyroïdie, goitre ou retard de croissance. Pour la maladie cœliaque, sa prévalence, donc vous voyez qu'elle va de 1 à 16% chez les enfants et les adolescents qui sont atteints de DT1, et elle va augmenter avec la durée du diabète. Le risque est maximal si le diagnostic de DT1 survient avant l'âge de 5 ans. Elle se voit dans les 2 sexes et le plus souvent, le diagnostic qui se fait la première année, ça veut dire qu'on ne le fait pas, le dépistage ne se fait pas immédiatement au moment du diagnostic.
Et également, c'est-à-dire si on ne détecte pas donc à la première année, ça peut se voir après 5 à 10 ans d'évolution et également chez l'adulte. Elle est souvent asymptomatique. C'est pour ça qu'il faut aller la rechercher. Alors, donc le dépistage, il va se faire dans l'année qui suit le diagnostic, puis tous les 2 à 5 ans. Les évaluations seront plus fréquentes si on a une symptomatologie ou bien on a un parent premier degré de l'enfant qui est atteint de maladie cœliaque. Nous allons faire le dosage donc, des anticorps transglutaminase type IgA, si l'IgA est normal bien sûr. Si donc on a un déficit en IgA, comme pour la recherche de toute maladie cœliaque, on va donc rechercher donc les IgG, soit seuls, soit en association avec les anticorps anti-endémésium. Bien sûr, soit l'un des deux ou les deux, il n'y a aucun problème, d'accord? Et on va poser le diagnostic de maladie cœliaque si vous avez donc des anticorps fortement positifs supérieurs à 10 fois la normale. Et la biopsie, elle reste discutée. Je pense pour les recommandations algériennes, pour poser le diagnostic, la biopsie est obligatoire. Par contre, dans les pays européens, américains, c'est très, très discuté parce qu'ils passent par le dosage donc, dans le système HLA. Et bien sûr, le dosage de la vitamine D, ça c'est lorsqu'on fait le diagnostic de la maladie cœliaque. L'insuffisance surrénalienne primaire, elle est rare. Le dépistage reste ciblé, c'est-à-dire que ce ne sera pas comme la thyroïdite et la maladie cœliaque, on les recherche systématiquement. Ça sera en fonction des signes d'appel. En général, le premier signe d'appel qui nous fait évoquer l'insuffisance surrénalienne, c'est les hypoglycémies récurrentes inexpliquées, d'accord? Avec une diminution des besoins en insuline. L'examen d'un enfant diabétique, dans ce cas, il doit être minutieux. Le dépistage n'est pas systématique et j'insisterai sur un point. Lorsque vous suspectez une insuffisance surrénalienne ou n'importe quelle autre pathologie endocrinienne, c'est-à-dire d'origine hormonale, lorsque vous faites le dosage, par exemple du cortisol ou de la GH ou autre, vous devez faire ce dosage au moment de l'hypoglycémie. Nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de collègues nous envoient donc des enfants pour hypoglycémie récurrente et on nous dit voilà, on a fait l'insulinémie, on a fait la GH, on a fait ceci et c'est revenu normal. Et quand on leur dit est-ce que vous avez fait les prélèvements au moment de l'hypoglycémie? Non. D'accord? Pourquoi? C'est comme un test dynamique, c'est-à-dire que vous attendez une réaction d'une hormone. Vous savez que la plupart des sécrétions hormonales se font de façon qui change dans le nictémère et donc si vous faites juste un dosage de base, il ne va pas être informatif. Si vous voulez avoir l'information, vous devez créer un stress, une stimulation et voir la réponse de cette hormone. C'est exactement ce qu'on fait au moment de l'hypoglycémie. On fait le dosage du cortisol ou le dosage de l'AGH pour voir la réaction, la contre-régulation. Alors là, j'ai essayé de vous résumer toutes les recommandations de l'ISPAD, les dernières recommandations 2022. Vous voyez que c'est très bien fait sur ce tableau-là. On vous met la pathologie, comme vous le voyez ici. Donc, vous avez la pathologie, vous avez les différents symptômes qui vous font évoquer donc la maladie, telle que la thyroïdite d'Hashimoto, quels sont les facteurs de risque et avec quoi vous allez faire quels sont les prélèvements que vous devez faire donc pour le dépistage et les recommandations dans la surveillance. À quel moment vous devez faire ce dépistage? La même chose pour la maladie de base d'eau, la même chose, regardez, pour la maladie cœliaque. La maladie gastrique, elle est vraiment exceptionnelle chez l'enfant, la maladie de Bermer. Vous avez l'insuffisance surrénalienne, le vitiligo, l'alopécie, la GI, le Gougerot, psoriasis, sarcoïdose. Là, je ne fais que citer parce qu'elles sont très, très, très rares. Mais quand même, on vous met un tableau qui va vous aider à rechercher ces pathologies, à quel moment vous devez